It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Le Yukon ne livre pas ses secrets facilement, mais cette fois, il a cédé le premier. Il y a quelques heures à peine, Parker Schnabel a pris une décision que la plupart des mineurs auraient évitée. Un puits effondré, des poutres broyées, des décennies d'avertissements interdisant l'accès. Autrefois, on disait que l'endroit était maudit. Les ingénieurs estimaient que le risque était trop grand. Miles Parker, Louis, voyait autre chose. Des teneurs en or près de 3 fois supérieures à la normale et une zone oubliée, inexplorée depuis plus de 40 ans. Contre toute attente, il a ordonné la réouverture du puits. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a brutalement mis fin à toute l'opération. Enfouie sous des couches de roches effondrées et de boue gelée se trouvait une poche d'or si dense qu'elle a bouleversé la saison du jour au lendemain. On parle d'or pur et abondant. De l'or resté intact pendant des décennies, scellé dans une réserve inexploitée. Il ne s'agissait pas simplement d'un bon terrain. C'était le genre de concentration qui n'apparaît qu'une ou deux fois dans une carrière minière. Les premières estimations évaluent désormais la valeur à 98 millions de dollars, transformant instantanément un pari risqué en l'une des plus importantes découvertes d'or du Yukon de l'histoire récente de la ruée vers l'or. Ce n'était pas de la chance, c'était de l'instinct, et cela pourrait bien avoir changé à jamais la légende de Parker Schnabel. Car ce qu'ils ont trouvé dans ce puits n'est que le début. Avant d'analyser comment ce pari risqué a porté ses fruits et ce qu'il signifie pour la suite de la saison, abonnez-vous et likez, car vous ne voudrez pas manquer la suite. Le puits des Veuves. Là où les légendes disparaissent, l'extraction d'or au Klondike ne se résume pas à creuser des trous et à croiser les doigts. C'est un métier brutal et extrêmement risqué, où une seule équipe de mineurs peut engloutir 50 $0 par semaine rien que pour l'éclairage. Le carburant à lui seul peut coûter jusqu'à un 500 $ par jour. Au fil des ans, certains endroits se sont forgés une sinistre réputation. Des lieux si dangereux que même les mineurs les plus expérimentés les évitent. La faille de la Veuve était de ceux-là. Rien que d'entendre son nom, les équipes les plus aguerries se retournaient et préféraient passer leur chemin. Ce n'était pas un puits abandonné comme les autres. C'était un site marqué par les échecs et les catastrophes évitées de justesse. 3 équipes minières différentes avaient tenté d'exploiter ce terrain au cours des 20 dernières années. Chacune d'entre elles avait abandonné en quelques semaines, et au total, elles avaient perdu plus d'1 million de dollars en matériel endommagé et en temps perdu. La dernière équipe à s'y être essayée, en 2003, a vu une excavatrice d'une valeur de près de 400 $0 disparaître sous les décombres en moins de 2 minutes. On croyait alors qu'il y avait là-dessous de l'or en abondance, de l'or capable de changer une vie. Mais ils croyaient aussi que tenter de l'atteindre pouvait s'avérer mortel. C'est de là que vient la légende. La Coupe de la Veuve promettait des récompenses colossales, mais à un prix terrible. Le véritable ennemi n'était pas seulement la profondeur ou l'instabilité des parois. C'était le père Gélisol. Il ne s'agit pas d'un sol meuble que l'on peut creuser à la pelle ou même avec une excavatrice classique. Le père Gélisol est un sol resté gelé à l'état solide pendant des milliers d'années. Certaines parties n'ont pas dégelé depuis la dernière période glaciaire au Yukon. Cette couche gelée peut descendre à 300 mètres de profondeur, voire plus, et se comporte davantage comme du béton que comme de la terre. Dès qu'on commence à creuser, tout bascule. La chaleur des machines et l'exposition à l'air provoquent une fonte irrégulière de la glace à l'intérieur du sol, créant des cavités soudaines. Une grosse excavatrice peut faire monter la température du sol de 10 à 12 degrés Celsius en quelques jours, ce qui suffit à créer des cavités cachées de la taille de petites pièces. En instant, le puits semble stable. L'instant d'après, d'énormes plaques de terre gelée peuvent se détacher sans prévenir. Du matériel peut être enseveli en quelques secondes. Pire encore, une personne n'a aucune chance si plusieurs tonnes de glace et de roches se mettent à bouger simultanément. C'est pourquoi les mineurs disent qu'on construit de la glace en permanence. Pendant le creusement, l'eau gèle, fonde, regèle et se déplace sans cesse. C'est imprévisible et mortel. Et puis, il y a les infiltrations d'eau. Même une petite quantité d'eau qui s'infiltre peut rapidement dégénérer en catastrophe. Les sources souterraines peuvent déverser des centaines de litres par minute pendant les périodes plus chaudes. Dans ce cas, ce n'est pas seulement dangereux, c'est aussi financièrement catastrophique. Les coûts de pompage à eux seuls peuvent atteindre 8 $0 par jour. Et une seule brèche importante pourrait anéantir des millions de dollars d'équipement et mettre fin à une saison instantanément. Dans ces conditions, abandonner aurait été le choix judicieux et sûr.
La plupart des équipes auraient fait exactement cela. Personne ne l'aurait remis en question. Mais Parker Schnabel ne perçoit pas le risque comme la plupart des gens. En 14 saisons d'exploitation minière, il a extrait en moyenne plus de 1,6 onces d'or par saison. Il n'a pas bâti ce palmarès en prenant des risques inconsidérés. Pour lui, un lieu évité de tous n'est pas qu'un avertissement. C'est un signal. C'est synonyme d'opportunité. C'est la preuve qu'un trésor précieux a été laissé de côté parce que d'autres ont eu trop peur d'aller plus loin. Et lorsque Parker a examiné d'anciens rapports d'études datant de la fin des années 1990, montrant des taux d'or 3 fois supérieurs au seuil de rentabilité, il a vu ce que personne d'autre ne voulait voir. Ainsi, lorsqu'il a examiné la parcelle de la veuve, il n'y a pas vu un piège mortel. Il y a vu une affaire inachevée, un défi qui exigeait précision, planification et audace. Une fois la décision prise, il n'y avait plus de demi-mesure. Il ne tâtonnait pas. Il s'engageait à corps perdu dans cette aventure, pleinement conscient qu'un seul faux pas pourrait tout leur coûter. Il ripostait grâce à la technologie. Parker n'était plus seulement confronté à un environnement hostile. Le temps, l'argent et les options lui manquaient. L'hiver avait plongé le Yukon dans un froid glacial. Et à proximité du cercle polaire arctique, la météo se moque des échéances et des plans. La saison d'exploitation minière efficace ne dure que 6 mois environ par an. Dès la mi-octobre, les températures chutent bien en dessous de zéro et le sol se durcit de jour en jour. La limite du gel recule de quelques centimètres chaque semaine, rendant le travail exponentiellement plus difficile. Chaque jour d'inactivité engendre $600 de frais d'exploitation carburant. Salaires, location de matériel, assurances sans produire une seule once d'or. Quand on perd autant d'argent sans rien obtenir en retour, la pression devient insoutenable. Autrefois, dans les mines, les équipes auraient dû forcer le passage à la force brute ou abandonner et partir. Mais Parker savait que persévérer n'était pas la solution. Les accidents miniers dans les régions de Pergélisol montrent que la plupart des défaillances d'équipement et des blessures surviennent lorsque les équipes se précipitent, prennent des raccourcis ou ignorent les signaux d'avertissement. Alors, au lieu de lutter de front contre le terrain, Parker a révolutionné la donne. Il a introduit une technologie dont la plupart des mineurs du Yukon n'avaient jamais entendu parler, et encore moins utilisée. L'investissement était conséquent, plus de 125 $, rien que pour le matériel de topographie et les spécialistes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est à quel point l'exploitation aurifère moderne repose sur les données. L'équipe de Parker avait accès à une technologie que les mineurs d'il y a encore 20 ans ne pouvaient imaginer. Des outils permettant de visualiser le terrain sans le toucher, réduisant ainsi les approximations, le danger le plus important dans le secteur minier. C'est là qu'intervient le L-Alier. Imaginez une version ultra perfectionnée du sonar, utilisant des lasers au lieu d'ondes sonores. Des drones équipés de cette technologie survolent le sol, émettant des centaines de milliers d'impulsions laser par seconde. Chaque impulsion est réfléchie et crée un point de données. La combinaison de millions de ces points permet d'obtenir une carte tridimensionnelle incroyablement détaillée du terrain. Celle-ci ne se contente pas de montrer ce qui est visible en surface, elle révèle des variations d'altitude subtiles, des formes anormales et des perturbations qui témoignent d'une activité humaine remontant à plusieurs décennies. Combinée à l'imagerie thermique, capable de détecter des différences de température aussi infimes qu'un dixième de degré, cette technologie permet de remonter le temps jusqu'aux confins de l'histoire. La végétation. La neige et le chaos de la surface ne dissimulent plus ce qui se cache en dessous. Les vieux supports en bois pourrissent et se décomposent à un rythme différent de celui du sol gelé, créant de minuscules signatures thermiques. Les tunnels effondrés laissent des dépressions qui, bien que peu profondes, apparaissent clairement dans les données. C'était crucial, car leur plan initial, creuser un tout nouveau passage à travers le pergélisol vierge, s'annonçait comme un véritable cauchemar. La construction d'une nouvelle rampe d'accès aurait nécessité le déplacement de plus de 8 000 m3 de matériaux gelés, soit l'équivalent d'environ 300-500 chargements de camions bennes. Au rythme actuel d'excavation du pergélisol, cela aurait représenté près de 5 mois de travail continu et un coût avoisinant les 900 $. De nouvelles rampes impliqueraient une exposition accrue au pergélisol instable, un temps de fonte du sol gelé plus long et un risque d'infiltration d'eau bien plus élevé. Le projet aurait duré des semaines, voire des mois, sans aucune garantie de succès. Cette technologie offrait une alternative plus intelligente. Au fil de 3 jours de balayage intensif, les données recueillies ont révélé des motifs.
des lignes étranges, des signatures thermiques montrant un couloir rectiligne d'environ 2 mètres de large, descendant en pente raide, des dépressions suggérant l'existence d'anciens supports. Un radar à pénétration de sol a confirmé la présence d'espaces vides profondément sous terre, des formes qui racontaient une histoire invisible depuis la surface. Et c'est alors que l'évidence leur est apparue. Un passage existait déjà. Un puits oublié, un point d'accès effondré, enfoui sous le temps, la glace et les débris. Invisible à l'œil nu, la technologie a permis de le révéler clairement. En croisant les données avec d'anciens registres miniers des archives du Yukon, l'histoire s'est éclaircie. Une compagnie minière avait creusé ce puits en 1992, avait fait faillite 3 ans plus tard, laissant des millions de dollars de dettes à ses créanciers, et le puits avait été délibérément enfoui dans le cadre des opérations de dépollution. Mais voici le point crucial. La structure était encore saine sous la partie supérieure effondrée. Ce n'était pas un simple raccourci. C'était la preuve que quelqu'un avant eux avait creusé suffisamment profondément pour que cela ait un impact. Quelqu'un avait investi près de 200 $, en dollars des années 1990, pour creuser ce puits. On ne dépense pas une telle somme à moins de rechercher de l'or. Soudain, la coupe de la veuve n'était plus une simple légende. C'était une cible cartographiée. La technologie n'avait pas éliminé le danger, mais elle avait transformé un pari impossible en un risque calculé. Et dans le monde de Parker, c'est précisément ce genre d'avantage qui change tout. La percée. Jusqu'à présent, Parker et son équipe avaient suivi des indices, perdu du temps et lutté contre des conditions qui semblaient se liguer contre eux. Ils savaient que l'or était là, quelque part, mais savoir et atteindre sont deux choses bien différentes. La pression montait, les coûts ne cessaient d'augmenter, et l'hiver approchait à grands pas. La véritable percée ne fut ni une pépite dans une bâtie, ni une augmentation soudaine des relevés d'or. Ce fut la découverte d'un puits vertical effondré, si bien dissimulé que la nature elle-même l'avait effacé de leur vue. Pendant des décennies, la végétation dense, les arbres tombés, le sol gelé et les mouvements de terrain l'avaient complètement englouti. Pour quiconque s'y aventurait, le site ressemblait à une nature sauvage et intacte. Mais les données du LAR ne mentaient pas. Les mesures, une fois reçues, furent stupéfiantes. Il ne s'agissait pas d'un simple forage d'essai peu profond, ni d'une tranchée abandonnée. Le puits plongeait à plus de 42 mètres de profondeur. Imaginez un peu! C'est plus haut qu'un immeuble de 14 étages enfonçant directement dans la terre gelée. Cette profondeur racontait une histoire à elle seule. Aucun mineur de l'époque ne se serait aventuré aussi loin sans avoir la ferme intention de poursuivre une découverte majeure. On n'investit pas autant de temps, d'argent et de main-d'œuvre sans une réelle promesse au fond. Soudain, le puits de la veuve n'était plus seulement un terrain dangereux. Il était la preuve d'un travail inachevé. Au lieu de creuser un tout nouveau passage à travers la terre gelée, ce puits offrait quelque chose d'inestimable. Une voie d'accès, un point d'entrée direct qui permettait d'éviter les pires risques liés au pergélisol et aux inondations. Mais cette décision comportait son lot de problèmes terrifiants. L'effondrement du puits était dû à une cause précise. Ses étais avaient disparu ou étaient pourris. La partie supérieure était écrasée sous des milliers de tonnes de roches et de glace. Un seul faux pas risquait de provoquer un éboulement encore plus important, ensevelissant le matériel et risquant de piéger les mineurs. Il ne s'agissait pas simplement d'une décision risquée, c'était le genre de décision qui pouvait briser des carrières, voire pire. Parker fit appel à un ingénieur minier spécialisé de Whitehorse, un homme qui avait passé des décennies à analyser les puits instables et les éboulements. La consultation à elle seule coûtait près de 2 $ par jour. Mais il était hors de question de lésiner sur les moyens. Après 3 jours complets d'évaluation structurelle, de forage de sondage et de calcul de stabilité, l'ingénieur a rendu son verdict. C'était faisable. Mais cela nécessiterait un renforcement considérable. Le plan prévoyait 14 poutres en e-massives en acier, pesant chacune près de 340 kg et conçues pour supporter des charges vertigineuses. Il ne s'agissait pas de poutres de quincaillerie, mais de supports industriels conçus pour les puits de mine et la construction d'immeubles de grande hauteur. Le coût des matériaux à lui seul s'élevait à 4,26 $. L'installation nécessiterait 11 jours de travail minutieux et précis, mais la marge de sécurité était suffisante. Si l'opération était réalisée correctement, ces poutres pourraient en supporter 3 fois la charge maximale qu'ils envisageraient. La décision de les utiliser n'avait pas été facile. Il s'agissait d'un risque calculé et non d'un pari héroïque. Le positionnement de chaque poutre était crucial. Chaque mesure devait être exacte. Lentement, avec précaution. Ils se frayèrent un chemin dans l'obscurité.
La vitesse d'excavation a été délibérément réduite de moitié afin de minimiser les vibrations et les perturbations thermiques. Des capteurs ont été installés tous les 6 mètres pour mesurer les mouvements de terrain au millimètre près. Le moindre décalage, la moindre fissure, le moindre signe d'instabilité entraînait un arrêt immédiat. Pour l'équipe, le changement a été radical. Après des semaines de frustration intense, à fixer un sol figé et des résultats infructueux, ils avaient enfin une direction, un véritable objectif. Au lieu de se demander « et si ?», ils se demandaient « à quelle vitesse pouvons-nous réaliser ce projet en toute sécurité ?» Et puis est arrivé le moment qui a donné tout son sens à leurs efforts. Au 9e jour des fouilles, à une profondeur d'un peu moins de 40 mètres, ils l'ont découverte. Un filon d'or intact, emprisonné dans du quartz. Pas des paillettes éparses, pas un minerai pauvre où l'on traite des tonnes de matière pour obtenir de minuscules quantités d'or. Il s'agissait d'or dense, pour être naturel, préservé de toute exploitation minière moderne. Le genre de découverte que les mineurs recherchent toute leur vie et que la plupart ne voient jamais. Le filon faisait près de 2 mètres d'épaisseur et traversait en diagonale une roche-mère dont les géologues estimaient l'âge à près de 2 milliards d'années. Lorsqu'ils ont prélevé des échantillons sur le terrain à l'aide d'appareils de test portatifs, les résultats ont été presque incroyables. La concentration en or était 40 fois supérieure à celle des sols typiques du Yukon. 40 fois! Même le géologue était stupéfait. Cet homme avait passé 19 ans à analyser les gisements du Klondike, avait publié de nombreux articles de recherche sur la formation de l'or et avait examiné des centaines de concessions minières à travers le territoire. Affirmer qu'il s'agissait du gisement le plus pur et le plus riche qu'il ait jamais vu n'était pas exagéré. C'était de l'incrédulité des professionnels, mais voici ce qui la rendait vraiment exceptionnelle. Les premières études indiquaient que ce filon ne s'étendait pas seulement sur quelques mètres avant de disparaître. Le géoradar révélait qu'il s'étendait sur plus d'1,5 km sous terre. Un filon continu d'or à haute teneur s'étirant sur près de 2,0 mètres à travers la roche-mère. C'est pourquoi l'admiration a fait place à l'urgence. Au Klondike, les nouvelles circulent vite. On ne compte que quelques centaines de titulaires de concessions minières actifs dans la région. Un réseau dense de laboratoires d'analyse, de fournisseurs d'équipements et d'agents miniers. Les nouvelles se répandent. Les rumeurs suffisent à attirer la concurrence. Les affirmations sont contestées. La pression monte instantanément. Une fois leur découverte confirmée, l'état d'esprit a radicalement changé. Plus question de célébrer, plus question de ralentir. Il était temps de sécuriser le gisement, de l'extraire et de protéger ce qui pouvait tout changer. La ruée vers l'or de 72 heures. C'est à ce moment précis que le risque se transforme officiellement en récompense. Et pas qu'un peu, jusqu'à présent. Tout ce que Parker et son équipe avaient fait était motivé par la survie. Éviter l'effondrement, lutter contre le froid et trouver un accès. Mais une fois engagé dans ce puits et l'or trouvé, l'opération s'est accélérée. Pas de transition. L'équipe s'est mise immédiatement au travail 24 heures/24. 3 équipes complètes, se relayant jour et nuit. Dès que les machines pouvaient fonctionner en toute sécurité, elles tournaient. Dans les mines, la réactivité est primordiale. Quand on est sur un filon aussi riche, chaque heure compte. La météo peut changer du jour au lendemain. Les conditions du terrain peuvent se modifier sans prévenir. Le matériel peut tomber en panne. Et au Klondike, rien n'est stable bien longtemps. Ce qui s'est passé ensuite est presque incroyable si l'on ignore à quel point une telle récolte est rare. En un peu plus de 72 heures, soit 3 jours d'une difficulté extrême, l'équipe a extrait plus de 4,0 onces d'or du sol. Pour vous donner une idée, une exploitation minière du Yukon travaille en moyenne une saison entière, traitant des dizaines de milliers de tonnes de minerais pour en récupérer entre 800 et 200 onces. L'équipe de Parker vient d'extraire 4,0 onces d'or en seulement 3 jours d'un seul filon. Au cours actuel de l'or, qui avoisine les 200-400 $ l'once. Cette seule opération de nettoyage a coûté plus de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars en 3 jours grâce à la décision de rouvrir un puits réputé maudit. Et l'impact a été immédiat. Ce n'était pas seulement un profit, c'était un soulagement. Cette seule opération a permis de couvrir des dépenses colossales qui accablent généralement les mineurs tout au long de la saison. Près de 700 $ de frais de carburant diesel et plus d'un demi-million de dollars en location et entretien de matériel. 300 $ de salaire pour l'équipe. Quelques centaines de milliers de dollars supplémentaires en frais réglementaires, permis et analyse, d'un seul coup. Parker a effacé près de 2 millions de dollars de frais d'exploitation qui pesaient sur toute la saison. C'est pourquoi cette découverte est qualifiée de salvatrice pour la saison.
Pour de nombreux mineurs, tomber sur un tel gisement une fois dans leur vie est un rêve. Pour Parker, cela a bouleversé toute leur stratégie du jour au lendemain. Soudain, au lieu de se demander s'ils atteindraient leur objectif, la question était de savoir combien ils pourraient extraire de plus avant l'hiver qui les obligerait à interrompre leurs activités. Mais le véritable choc est survenu lorsqu'ils ont pris du recul et considéré la situation dans son ensemble. Au cours des jours suivants, alors que les géologues étudiaient la veine de plus près, en effectuant des forages d'essai et en analysant des carottes, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une petite poche d'or isolée. L'épaisseur est restée constante. La concentration en or n'a pas diminué. La structure de quartz ne s'est pas interrompue ni n'a disparu. Au contraire, la veine s'est simplement prolongée. Plusieurs séries de tests ont confirmé que la veine s'étendait sur près de 2 km sous terre, sur plus d'1 kilomètre de minéralisation continue à haute teneur. Lorsqu'on commence à calculer le tonnage total de minerais en place, les chiffres deviennent presque astronomiques. On parle de près de 70 zérotonnes de roches aurifères, avec des concentrations constantes sur toute la longueur du gisement. C'est à ce moment-là que les chiffres ont cessé d'être simplement impressionnants pour devenir historiques, compte tenu de la teneur en or déjà extraite et de la taille estimée du filon. L'équipe a effectué des projections. Si les conditions restaient stables, ce qui est toujours une grande inconnue dans le secteur minier, ce seul gisement pourrait rapporter jusqu'à 75 millions de dollars supplémentaires. Tout a commencé par une décision risquée. Ignorer les avertissements et s'aventurer là où tout le monde déconseillait d'aller. À ce niveau, il ne s'agissait plus seulement de terminer la saison en beauté, mais de réécrire l'histoire. Une telle saison surpasserait tout ce qui l'avait précédé. Plus ambitieuse, plus rapide et plus lucrative que tout ce qui avait été filmé dans Gold Rush. C'était le genre de découverte dont on parle pendant des décennies, et l'état d'esprit de Parker reflétait ce changement radical. 18 heures après avoir confirmé l'étendue complète des veines, il autorisa d'importants travaux d'agrandissement. Il commanda une 3e station de lavage, un équipement colossal de plus d'1 million de dollars capable de traiter les matières premières plus rapidement que tout ce qu'il possédait jusqu'alors. Il recruta 12 employés supplémentaires, leur offrant des salaires bien supérieurs aux normes du secteur afin d'attirer rapidement du personnel qualifié. La capacité de stockage de carburant fut doublée pour répondre à la demande accrue. 2 pelles mécaniques supplémentaires furent louées. De grosses machines d'une puissance de plus de 500 chevaux chacune. Il ne s'agissait plus de prudence, mais d'un engagement total. Car au Klondike, des occasions comme celle-ci ne durent pas éternellement. Les périodes propices se referment. Les permis expirent. Le matériel tombe en panne. Et lorsqu'elles se présentent à nouveau, il faut tout miser ou le regretter toute sa carrière. Chaque tonne laissée sous terre à l'arrivée de l'hiver représente un profit perdu à jamais. Chaque once qui ne passe pas la station de lavage est un gain potentiel qui reste enfoui. La pression exercée pour maximiser l'exploitation de cette découverte n'était pas seulement motivée par l'appât du gain, c'était une question de réalité. On n'a qu'une seule chance. Dès que les chiffres de Parker ont commencé à circuler, l'intérêt du monde entier s'est porté sur l'entreprise. L'atmosphère dans les champs aurifères a radicalement changé. Les équipes parlaient, les rumeurs se propageaient. Les responsables des mines de Dawson City et de Whitehorse ont commencé à observer des activités inhabituelles. Les acheteurs d'or ont remarqué des transactions qui ne correspondaient pas aux flux saisonniers habituels. Les laboratoires d'analyse traitaient des échantillons présentant des teneurs jamais vues depuis des années. Les fournisseurs de matériel ont reçu des commandes importantes qui ont suscité la curiosité. Soudain, tout le monde se posait la même question. Qu'avait donc découvert Parker Schnabel? Les découvertes d'or majeures ne se contentent pas d'enthousiasmer le public. Elles attirent l'attention de toutes sortes. D'autres mineurs veulent vérifier la découverte. Certains espèrent en tirer des leçons, comprendre ce que Parker a vu et qui leur a échappé. D'autres se demandent discrètement s'il existe un moyen de s'approcher suffisamment pour en profiter, que ce soit par le biais de concessions voisines ou de partenariats. Et certains commencent à envisager des recours juridiques, des conflits de limites ou des moyens de s'imposer. Quand des millions de dollars sont en jeu, la curiosité se transforme vite en pression. C'est pourquoi la préparation de Parker était si importante. Bien avant que les rumeurs n'atteignent leur paroxysme, il s'est assuré que son dossier était irréprochable. Les 18 concessions minières couvrant l'étendue du filon, soit plus de 1000 acres au total, ont été revérifiées par les voies officielles. Les levées topographiques des limites ont été réalisées à l'aide de la technologie GPS, avec une précision inférieure à 1 pouce. Chaque piquet, chaque borne, chaque description légale a été documentée et archivée en bonne et due forme.
Les permis d'utilisation de l'eau ont été mis à jour pour tenir compte de l'augmentation des prélèvements. Les documents relatifs à la conformité environnementale ont été soumis plusieurs semaines en avance. Les frais juridiques et administratifs ont avoisiné les 70 $0. Mais cet investissement a permis d'acquérir un atout inestimable, la protection. Dans un endroit comme le Yukon, la légalité n'est pas une simple formalité. C'est une véritable armure. Une fois qu'une découverte atteint ce niveau, la dernière chose que l'on souhaite, c'est un litige qui ralentit les opérations ou qui incite des tiers à contester le territoire. Parker comprenait que cette découverte n'était pas seulement précieuse, elle était entre ses mains. Ce n'était ni un coup de chance, ni un nettoyage fortuit. C'était le moment que tout mineur attend avec impatience, sans jamais savoir s'il se produira. Des années de risques, de longues saisons, d'occasions manquées de peu, d'expositions médiatiques à la télévision et de défaites cuisantes l'avaient mené à ce moment. Et maintenant, à l'aube d'un événement historique, il n'allait pas le laisser lui échapper par négligence ou erreur juridique. Les conversations autour du Yukon reflétaient ce changement. L'admiration était palpable, la stupéfaction générale. Certains se demandaient ouvertement s'il ne s'agissait pas de la plus importante découverte d'or de l'ère moderne. D'autres s'interrogeaient sur ses conséquences pour l'équilibre des pouvoirs dans le monde minier. Une découverte d'une telle ampleur ne se limite pas à remplir des bâtés. Elle bouleverse les rapports de force, l'influence et la réputation. D'autres figures importantes du secteur minier commencèrent à s'exprimer. Tony Beats, exploitant son immense drague à quelques kilomètres au nord, déclara publiquement que l'on parlerait de cette affaire pendant les 20 prochaines années. Rick Ness, qui exploitait ses propres concessions au sud-est du terrain de Parker, a admis que si seulement la moitié des chiffres projetés se confirmaient, cela bouleverserait les attentes de tous les acteurs de la région. La pression était également forte. Parker était déjà sur le point d'atteindre son objectif initial de sept 0-11 pour la saison avant cette découverte. Avec une veine produisant à des niveaux aussi exceptionnels, il était désormais en bonne voie pour potentiellement dépasser les 12-0-11 avant l'arrêt hivernal. Cela représente une augmentation de 70% par rapport à sa meilleure saison jamais enregistrée. Chaque once extraite l'a poussé un peu plus loin en territoire inconnu. Et qui dit succès dit tension. Les autres équipes ne pouvaient s'empêcher d'observer attentivement. La jalousie est une force sournoise mais puissante dans le monde minier. Certains se demandaient si l'exploitation de Parker serait même capable de gérer un gisement aussi important. D'autres s'interrogeaient sur l'impact potentiel de facteurs extérieurs. Inspection gouvernementale, nouvelles réglementations, études d'impact environnemental. Aurait-il pu le ralentir ou l'obliger à revoir sa stratégie? La valeur des terrains dans un rayon de 3 mètres a grimpé en flèche en quelques semaines. Des concessions considérées comme marginales ou sans valeur sont soudainement devenues très prisées. L'activité de prospection a explosé, passant d'une moyenne de 2 ou 3 nouvelles concessions par mois à plus de 30 en moins de 3 semaines. Spéculateurs, investisseurs et aspirants mineurs ont afflué dans la région, espérant un second succès miraculeux. Pour Parker, il ne s'agissait plus seulement d'extraire de l'or. Il s'agissait de gérer cette dynamique, de protéger son équipe, de faire face aux critiques de personnes qui n'avaient jamais travaillé dans le secteur minier, mais qui se permettaient soudain de donner leur avis sur la façon dont il devait gérer son exploitation et de veiller à ce qu'un succès historique ne dégénère pas en chaos. La pression du succès peut être tout aussi écrasante que celle de l'échec, voire pire. Quand on traverse une période difficile, les gens vous laissent tranquille.